Discours Jean Jaurès, discours à la jeunesse. Mesdames, messieurs, jeunes élèves, c'est une grande joie pour moi de me retrouver en ce lycée d'Albi et d'y reprendre un instant la parole. Grande joie nuancée d'un peu de mélancolie, car lorsqu'on revient à de longs intervalles, on mesure soudain ce qu'un insensible fuit des jours à ôter de nous pour donner au passé. Le temps nous avait dérobé à nous-mêmes, parcelle à parcelle, et tout à coup, c'est un gros bloc de notre vie que nous voyons loin de nous. La longue fourmilière des minutes en portant, chacun un grain chemine silencieusement, et un beau soir, le grenier est vide. Mais qu'importe que le temps nous retire notre force peu à peu, s'il l'utilise obscurément pour des œuvres vastes en qui survit quelque chose de nous. Il y a 22 ans, c'est moi qui prononçais ici le discours d'usage. Je me souviens, et peut-être quelqu'un de mes collègues d'alors s'en souvient-il aussi, que j'avais choisi comme thème le jugement humain. Je demandais à ceux qui m'écoutaient de juger les hommes avec bienveillance, c'est-à-dire avec équité, d'être attentifs dans les consciences les plus médiocres et les existences les plus dénuées, aux traits de lumière, aux fugitives étincelles de beauté morale, par où se révèle la vocation de grandeur de la nature humaine. Je les priais d'interpréter avec indulgence le tâtonnement effort de l'humanité incertaine. Peut-être dans les années de lutte qui ont suivi, ai-je manqué plus d'une fois envers des adversaires à ces conseils de généreuse équité. Ce qui me rassure un peu, c'est que j'imagine qu'on a dû y manquer aussi parfois à mon égard, et cela rétablit l'équilibre. Ce qui reste vrai à travers toutes nos misères, à travers toutes les injustices commises ou subies, c'est qu'il faut faire un large crédit à la nature humaine. C'est qu'on se condamne soi-même à ne pas comprendre l'humanité, si on n'a pas le sens de sa grandeur et le pressentiment de ses destinées incomparables. Cette confiance n'est ni sotte, ni aveugle, ni frivole. Elle n'ignore pas les vices, les crimes, les erreurs, les préjugés, les égoïsmes de tout ordre, égoïsme des individus, égoïsme des castes, égoïsme des partis, égoïsme des classes qui appesantissent la marche de l'homme et absorbent souvent le cours du fleuve en un tourbillon trouble et sanglant. Elle sait que les forces bonnes, les forces de sagesse, de lumière, de justice, ne peuvent se passer du secours du temps, et que la nuit de la servitude et de l'ignorance n'est pas dissipée par une illumination soudaine et totale, mais atténuée seulement par une lente série d'aurores incertaines. Oui, les hommes qui ont confiance en l'homme savent cela. Ils sont résignés d'avance à ne voir qu'une réalisation incomplète de leur vaste idéal, qui lui-même sera dépassé, ou plutôt ils se félicitent que toutes les possibilités humaines ne se manifestent point dans les limites étroites de leur vie. Ils sont pleins d'une sympathie différente et douloureuse pour ceux qui n'ayant été brutalisés par l'expérience immédiate ou conçus de pensées amères, pour ceux dont la vie a coïncidé avec des époques de servitude, d'apaisement et de réaction, et qui sous le noir nuage immobile ont pu croire que le jour ne se leverait plus, mais eux-mêmes se gardent bien d'inscrire définitivement au passif de l'humanité qui dure les mécomptes des générations qui passent. Et ils affirment avec certitude qui ne fléchit pas, qui vaut la peine de penser et d'agir, que l'effort humain vers la clarté et le droit n'est jamais perdu. L'histoire enseigne aux hommes la difficulté des grandes tâches et la lenteur des accomplissements, mais elle justifie l'invincible espoir. Dans notre France moderne, qu'est-ce donc la République? C'est un grand acte de confiance, instituer la République. C'est proclamer que des millions d'hommes sauront tracer eux-mêmes la règle commune de leur action, qu'ils sauront concilier la liberté et la loi, le mouvement et l'ordre, qu'ils sauront se combattre sans se déchirer, que leurs divisions n'iront pas jusqu'à une fureur chronique d'une guerre civile, et qu'ils ne chercheront jamais dans une dictature, même passagère, une trêve funeste et un lâche repos. Instituer la République, c'est proclamer que les citoyens des grandes nations modernes sont obligés de subir, de suffire, par un travail constant aux nécessités de la vie privée et domestique auront cependant assez de temps et de liberté d'esprit pour s'occuper de la chose commune. Et si cette république surgit dans un monde monarchique encore, c'est assurer qu'elle s'adaptera aux conditions compliquées de la vie internationale, sans rien entreprendre sur l'évolution plus lente des peuples,
mais sans rien abandonner de sa fierté, juste et sans atténuer l'éclat de son principe. Oui, la République est un grand acte de confiance, un grand acte d'audace. L'intervention en était si odieuse, si paradoxale que même les hommes hardis qui, il y a 110 ans, ont révolutionné le monde en écartèrent d'abord l'idée. Les constituants de 1789 et de 1791, même les législateurs de 1792, croyaient que la monarchie traditionnelle était l'enveloppe nécessaire de la société nouvelle. Ils ne renoncèrent à cet abri que sous les coups répétés de la trahison royale. Et quand enfin ils eurent déraciné la royauté, la République leur apparut moins comme un système prédestiné que comme le seul moyen de combler le vide laissé par la monarchie. Bientôt cependant, et après quelques heures de détournement et presque d'inquiétude, ils l'adoptèrent de toute leur pensée et de tout leur cœur. Ils résumèrent et confondirent en elle toute la révolution, et ils ne cherchèrent point à se donner le change, ne cherchèrent point à se rassurer par l'exemple des républiques antiques ou des républiques helvétiques et italiennes. Ils virent bien qu'ils créaient une œuvre nouvelle, audacieuse et sans précédent. Ce n'était point l'oligarchique liberté des républiques de la Grèce, morcelée, minuscule et appuyée sur le travail servile. Ce n'était point le privilège superbe de la République romaine, haute citadelle d'où une aristocratie conquérante dominait le monde. Communiquant avec lui par une hiérarchie de droit incomplet et décroissant qui descendait jusqu'au néant du droit, par un escalier où marche toujours plus dégradé et plus sombre, qui se perdait enfin dans l'abjection de l'esclavage, limite obscure de la vie touchant à la nuit souterraine. Ce n'était pas le patriarcat marchand de Venise et de Gênes. Non, c'était la République d'un grand peuple où il n'y avait que des citoyens et où tous les citoyens étaient égaux. C'était la République, la démocratie et le suffrage universel. C'était une nouveauté magnifique et émouvante. Les hommes de la Révolution en avaient conscience lorsque, dans la fête du 10 août 1793, ils célébraient cette constitution qui, pour la première fois depuis l'origine de l'histoire, organisait dans la souveraineté nationale, la souveraineté de tous. Lorsque artisans et ouvriers, forgerons, menuisiers, travailleurs des champs défilèrent dans le cortège mêlés aux magistrats du peuple et ayant pour enseigne leur outil, le président de la Convention put dire que c'était un jour qui ne ressemblait à aucun autre jour, le plus beau jour depuis que le soleil était suspendu dans l'immensité de l'espace. Toutes les volontés se haussaient pour être à la mesure de cette nouveauté héroïque. C'est pour elle que ces hommes combattirent et moururent. C'est en son nom qu'ils refoulèrent les rois de l'Europe. C'est en son nom qu'ils décimèrent et ils concentrèrent en elle une vie si ardente et si terrible. Ils produisirent par elle tant d'actes et tant de pensées qu'on put croire que cette république toute neuve, sans modèle comme sans tradition, avait acquis en quelques années la force et la substance des siècles. Et pourtant, que de vicissitudes et d'épreuves avant que cette république, que les hommes de la Révolution avaient cru impérissable, soit fondée enfin sur notre sol. Non seulement après quelques années d'orage, elle est vaincue, mais il semble qu'elle s'efface à jamais de l'histoire, de la mémoire même des hommes. Elle est bafouée, outragée, plus que cela, elle est oubliée. Pendant un demi-siècle, sauf quelques cœurs profonds qui garderaient le souvenir et l'espérance, les hommes la renient ou même l'ignorent. Les tenants de l'ancien régime ne parlent d'elle que pour en faire honte à la Révolution. Voilà où a conduit le délire révolutionnaire. Et parmi ceux qui font profession de défendre le monde moderne, de continuer la tradition de la Révolution, la plupart désavouent la République et la démocratie. On dirait qu'ils ne se souviennent même plus. Guizot s'écrit, le suffrage universel n'aura jamais un jour, comme s'il n'avait pas eu déjà ces grands jours d'histoire, comme si la Convention n'était pas sortie de lui. Thiers, quand il raconte la Révolution du 10 août, néglige de dire qu'elle proclama le suffrage universel, comme si c'était là un accident sans importance et une bizarrerie d'un jour. République, suffrage universel, démocratie, ce fut à en croire les sages, le chonge fiévreux des hommes de la Révolution. Leur œuvre est restée, mais leur fièvre est éteinte, le monde moderne qu'ils ont fondé
s'il est tenu de continuer leur œuvre, n'est pas tenu de continuer leur délire. Et la brusque résurrection de la République, reparaissant en 1848 pour s'évanouir en 1851, semblait en effet la brève rechute dans un cauchemar bientôt dissipé. Et voici maintenant que cette République qui dépassait de si haut l'expérience séculaire des hommes et le niveau commun à penser que quand elle tomba, ses ruines même périrent et son souvenir s'effrita. Voici que cette République de démocratie, de suffrage universel et d'universelle dignité humaine, qui n'avait pas eu de modèle et qui semblait destinée à n'avoir pas de lendemain, est devenue la loi durable de la nation. La forme définitive de la vie française, le type vers lequel évoluent lentement toutes les démocraties du monde. Or, c'est là surtout que je signale à vos esprits l'audace même de la tentative à contribuer au succès. L'idée d'un grand peuple se gouvernant lui-même était si noble qu'aux heures de difficultés, de crise, elle s'offrait à la conscience de la nation. Une première fois, en 1793, le peuple de France avait gravi celle-ci. Il y avait goûté un si haut orgueil que toujours, sous l'apparent oubli et l'apparente indifférence, le besoin substituait de retrouver cette émotion extraordinaire. Ce qui faisait la force invincible de la République, c'est qu'elle n'apparaissait pas seulement de période en période, dans le désastre ou le désarroi des autres régimes, comme l'expédient nécessaire et la solution forcée. Elle était une consolation et une fierté. Elle seule avait assez de noblesse morale pour donner à la nation la force d'oublier les mécomptes et de dominer les désastres. C'est pourquoi elle devait avoir le dernier mot. Nombreux sont les glissements et nombreuses les chutes sur les escarpements qui mènent aux cimes, mais les sommets ont une force attirante. La République a vaincu parce qu'elle est dans la direction des auteurs, et que l'homme ne peut s'élever sans monter vers elle. La loi de la pesanteur n'agit pas souverainement sur les sociétés humaines, et ce n'est pas dans les lieux bas qu'elles trouvent leur équilibre. Ceux qui, depuis un siècle, ont mis très haut leur idéal ont été justifiés par l'histoire. Et ceux-là aussi seront justifiés qui le placent plus haut encore, car le prolétariat dans son ensemble commence à affirmer que ce n'est pas seulement dans les relations politiques des hommes, c'est aussi dans les relations économiques et sociales qu'il faut faire entrer la liberté vraie, l'égalité, la justice. Ce n'est pas seulement la cité, c'est l'atelier, c'est le travail, c'est la production. C'est la propriété qui veut organiser selon le type de républicain, un système qui divise et qui opprime. Il entend substituer une vaste coopération sociale où tous les travailleurs de tout ordre, travailleurs de la main et travailleurs du cerveau, sous la direction des chefs librement élus par eux, administreront la production enfin organisée. Messieurs, je n'oublie pas que j'ai seul la parole ici et que ce privilège m'impose beaucoup de réserves. Je n'abuserai point pour dresser dans cette fête une idée autour de laquelle se livreront encore d'âpres combats. Mais comment m'est-il possible de parler devant cette jeunesse qui est l'avenir, sans laisser échapper ma pensée d'avenir? Je vous aurais offensé par trop de prudence, car quels que soient vos sentiments sur le fond des choses, vous êtes tous d'esprit trop libre pour me faire grief d'avoir affirmé ici cette haute espérance socialiste qui est la lumière de ma vie. Je veux seulement dire deux choses, parce qu'elles touchent non au fond du problème, mais à la méthode de l'esprit et à la conduite de la pensée. D'abord envers une idée audacieuse qui doit ébranler tant d'intérêts et tant d'habitudes qui prétend renouveler le fond même de la vie. Vous avez le droit d'être exigeant. Vous avez le droit de lui demander de faire ses preuves, c'est-à-dire d'établir avec précision comment elle se rattache à toute évolution politique et sociale et comment elle peut s'y insérer. Vous avez le droit de lui demander par quelle série de formes juridiques et économiques elle assurera le passage de l'ordre existant à l'ordre nouveau. Vous avez le droit d'exiger d'elle que les premières applications qui en peuvent être faites ajoutant à la vitalité économique et morale de la nation. Et il faut qu'elle prouve en se montrant capable de défendre ce qu'il y a déjà de noble et de bon dans le patrimoine humain, qu'elle ne vient pas le gaspiller mais l'agrandir. Elle aurait bien peu de foi en elle-même si elle n'acceptait pas ces conditions.
En revanche, vous lui devez de l'étudier d'un esprit libre, qui ne se laisse troubler par aucun intérêt de classe. Vous lui devez de ne pas lui opposer ses railleries frivoles, ses affolements aveugles ou prémédités, et ce parti pris de négation ironique ou brutale qui si souvent, depuis un siècle même, les sages opposèrent à la République, maintenant à l'accepter de tous, au moins en sa forme. Et si vous êtes tenté de dire encore qu'il ne faut pas s'attarder à examiner ou à discuter de ces échanges, regardez en un de vos faubourgs que de railleries, que de prophéties sinistres sur l'œuvre qui est là, que de lugubres pronostics opposés aux ouvriers qui prétendaient se diriger eux-mêmes. Essayez dans une grande industrie la forme de la propriété collective et la vertu de la libre discipline. L'œuvre a duré pourtant, elle a grandi et permet d'entrevoir ce que peut donner la coopération collectiviste, humble bourgeois à coup sûr, mais qui atteste le travail de la sève, la lente montée des idées nouvelles, la puissance de transformation de la vie. Rien n'est plus menteur que le vieil adage pessimiste et réactionnaire de l'ecclésiaste désabusé. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le soleil lui-même a été jadis une nouveauté, et la terre fut une nouveauté, et l'homme fut une nouveauté. L'histoire humaine n'est qu'un effort incessant d'invention, et la perpétuelle évolution est une perpétuelle création. C'est donc d'un esprit libre aussi que vous accueillerez cette autre grande nouveauté, qui s'annonce par des symptômes multipliés, la paix durable entre les nations, la paix définitive. Il ne s'agit point de déshonorer la guerre dans le passé. Elle a été une partie de la grande action humaine, et l'homme l'a énoblie par la pensée et le courage, par l'héroïsme exalté, par le magnanime mépris de la mort. Elle a été sans doute et longtemps dans le chaos de l'humanité désordonnée et saturée d'instincts brutaux, le seul moyen de résoudre les conflits. Elle a été aussi la dure force qui, en mettant en prise les tribus, les peuples, les races, a mêlé les éléments humains et préparé les groupements vastes. Mais un jour vient et tout nous signifie qu'il est proche, où l'humanité est organisée, assez maîtresse d'elle-même pour pouvoir résoudre par la raison, la négociation et le droit les conflits de ces groupements et de ces forces. Et la guerre détestable et grande tant qu'elle est nécessaire, et atroce et scélérate quand elle commence à paraître inutile. Je ne vous propose pas un rêve idyllique et vain. Trop longtemps, les idées de paix et d'unité humaine ont été qu'une haute clarté illusoire qui éclairait ironiquement les tueries continuées. Vous souvenez-vous de l'admirable tableau que vous a laissé Virgile, la chute de Troie? C'est la nuit, la cité surprise et envahie par le fer et le feu, par le meurtre, l'incendie et le désespoir. Les palais de Priam et forcés, les portes abattues, laissent apparaître la longue suite des appartements et des galeries. De chambre en chambre, les torches et les glaives poursuivent les vaincus, enfants, femmes, veillards, se réfugiant en vain près de l'autel domestique, que le laurier sacré ne protège pas contre la mort et contre l'outrage. Le sang coule à flot, et toutes les bouches crient de terreur, de douleur, d'insulte et de haine. Et par-dessus la demeure bouleversée et hurlante, les cours intérieures, les toits effondrés laissent apercevoir le grand ciel serein et paisible et toute la clameur humaine de violence et d'agonie monte vers les étoiles d'or, Féry, Auréa, Sidéra, Clamor. De même, depuis 20 siècles et de période en période, toutes les fois qu'une étoile d'unité et de paix s'est levée sur les hommes, la terre déchirée et sombre a répondu par les clameurs de guerre. C'était d'abord l'astre impérieux de la Rome conquérante qui croyait avoir absorbé tous les conflits dans le rayonnement universel de la force. L'Empire s'effondre sous le choc des barbares et un effroyable tumulte répond à la prétention superbe de la paix romaine. Plus ce fut l'étoile chrétienne qui enveloppa la terre d'une lueur de tendresse et d'une promesse de paix, mais atténuée et douce aux horizons galiléens, elle se leva dominatrice et âpre sur l'Europe féodale. La prétention de la papauté a apaisé le monde sous sa loi, et au nom de l'unité catholique ne fit qu'ajouter aux troubles et aux conflits de l'humanité misérable. Les convulsions et les meurtres du Moyen-Âge, le choc sanglant des nations modernes,
furent la dérisoire réplique à la grande promesse de paix chrétienne. La Révolution, à son tour, lève un autre signal de paix universelle par l'universelle liberté. Et voilà que de la lutte même de la Révolution contre les forces du vieux monde se développent des guerres formidables. Quoi donc, la paix nous fuira-t-elle toujours? La clameur des hommes, toujours forcenés, toujours déçus, continuera-t-elle à monter vers les étoiles d'or des capitales modernes incendiées par les obus comme de l'antique palais de Priam incendié par les torches? Non, non. Et malgré les conseils de prudence que nous donnent de ces grandioses déceptions, j'ose dire avec des millions d'hommes que maintenant, la grande paix humaine est possible. Et si nous le voulons à l'année prochaine, des forces neuves y travaillent. La démocratie, la science méthodique universelle, le prolétariat solitaire. La guerre devient plus difficile parce qu'avec les gouvernements libres des démocraties modernes, elle devient à la fois le péril de tous par le service universel, le crime de tous par le suffrage universel. La guerre devient plus difficile parce qu'avec les gouvernements libres des démocraties modernes, elle devient à la fois le péril de tous par le service universel, le crime de tous par le suffrage universel. La guerre devient plus difficile parce que la science enveloppe tous les peuples dans un réseau multiplié, dans un tissu plus serré tous les jours de relations, d'échanges, de conventions. Et si le premier effet des découvertes qui abolissent les distances est parfois d'aggraver les froissements, elle crée à la longue une solidarité, une familiarité humaine qui font de la guerre un attentat monstrueux, une sorte de suicide collectif. Enfin, le commun idéal qui exalte et unit les prolétaires de tous les pays les rend plus réfractaires tous les jours à l'ivresse guerrière, aux haines et aux rivalités des nations et de races. Oui, comme l'histoire a donné le dernier mot à la République, et si souvent bafouée et piétinée, elle donnera le dernier mot à la paix. Si souvent raillée par les hommes et les choses, si souvent piétinée par la fureur des événements et des passions, je ne vous dis pas, c'est une certitude toute faite. Il n'y a pas de certitude toute faite en histoire. Je sais combien sont nombreux encore aux jointures des nations les points malades d'où peut naître soudain une passagère inflammation générale. Mais je sais aussi qu'il y a vers la paix des tendances si fortes, si profondes, si essentielles, qui dépendent de vous, par une volonté consciente, délibérée, infatigable de systématiser ces tendances et de réaliser enfin le paradoxe de la grande paix humaine, comme vos pères ont réalisé le paradoxe de la grande liberté républicaine. Œuvre difficile, mais non plus œuvre impossible. Apaisement des préjugés et des haines, alliances et fédérations toujours plus vastes, conventions internationales d'ordre économique et social, arbitrage international et désarmement simultané, union des hommes dans le travail et dans la lumière, ce sera, jeunes gens, le plus haut effort et la plus haute gloire de la génération qui se lève. Jean Jaurès, discours à la jeunesse.